Bruno Gröning, je ne veux qu'aider et guérir. La vie de Bruno Gröning pour enfants, jeunes et adultes. Ce n'est pas un charlatan. À Erfurt déjà, la question avait toujours surgi. Bruno Gröning est-il vraiment capable, ou n'est-il qu'un charlatan, un imposteur? Les examens de Heidelberg devaient maintenant apporter la clarté. Voici ce que le professeur Fischer écrivit, à la fin de ceux-ci, dans un rapport d'expertise préliminaire que le magazine Revue publia. Bruno Gröning n'est pas un charlatan, ni un hypnotiseur, ni un docteur miracle, mais bien un psychothérapeute, un médecin de l'âme d'un grand talent. Il s'applique à aider les hommes par cette compassion enfantine qui lui est naturelle, mais qui est également fondée sur la religion. Cela répondait à la question. Bruno Gröning n'était pas un charlatan. Mais l'explication du professeur Fischer ne rendait pas non plus justice au phénomène Gröning. Il essayait d'expliquer les événements autour de celui-ci uniquement de son point de vue psychothérapeutique, mais cela ne lui permettait pas de saisir la réelle nature de l'action de Bruno Gröning. Il ne prenait pas en considération le facteur décisif. Bruno Gröning insistait toujours sur le fait que Dieu est le plus grand des médecins, et que c'est lui finalement qui accomplit la guérison. Cela ne fut pas pris en compte par les médecins de Heidelberg. Pas de collaboration, pas de rapport d'expertise. L'expertise finale de Bruno Gröning devait être émise après l'évaluation de tous les résultats. On lui promit qu'avec ce rapport, la voie pour son activité future serait définitivement dégagée. Entre-temps, le professeur Fischer et le professeur Weizsäcker, sous le patronage duquel y était placé tout le projet, lui firent une proposition. Ils lui offrirent de créer un centre thérapeutique où il pourrait travailler aux côtés de médecins. Mais ils voulaient s'occuper eux-mêmes de la direction du centre et du choix des patients. Bruno Gröning n'aurait pas son mot à dire. De plus, il devait prendre des engagements financiers. Il écrivit un jour au sujet de cette offre. Les conditions financières et autres proposées dans ce contexte par le professeur F étaient telles qu'elles étaient inacceptables pour moi. Bien sûr, beaucoup de discussions ont eu lieu à ce sujet, y compris avec des messieurs qui voulaient financer cette œuvre. Je n'étais pas d'accord avec les propositions du professeur F et les ai refusées parce que, premièrement, je n'avais pas un seul centime, je ne pouvais donc prendre aucun engagement financier envers lui, que je n'aurais pu honorer. Deuxièmement, je n'ai jamais eu l'intention de faire commerce de tout cela. Tout cela était donc pour moi une demande impossible. De plus, par vocation, aider ceux qui cherchent de l'aide et me mettre pour cela à la disposition des médecins et des psychothérapeutes, mais jamais en faire un commerce. Comme cette affaire ne fut pas conclue, ces messieurs les professeurs perdirent tout intérêt pour Bruno Gröning. Le rapport d'expertise promis ne fut jamais rédigé. Au lieu de lui permettre de travailler librement, on lui mit de nouveaux bâtons dans les roues. Au cours des examens, son activité avait été décrite avec le vocabulaire médical. On avait parlé de traitement, de patients, de méthodes thérapeutiques, etc. Et ainsi, son action avait été décrite comme une activité médicale. Plus tard, cela devait lui porter un grand préjudice. Chapitre 5. Le Traberhof.
Une fois l'expertise de Heidelberg terminée, Bruno Gröning partit en août 1949 dans le sud de l'Allemagne. Il voulait échapper à l'agitation suscitée autour de sa personne. Le propriétaire d'un haras, situé aux environs de Rosenheim, l'invita dans son domaine, le Traberhof. Bruno Gröning voulait y examiner dans le calme les offres relatives à l'installation de centres de guérison. Au début, il réussit à garder son lieu de séjour secret. Au Traberhof régnait un calme merveilleux. Mais bien vite, des rumeurs coururent. Bruno Gröning serait en Bavière. Les journalistes se mirent à sa recherche. On promettait des récompenses. Qui serait le premier à le trouver? Qui ferait la première interview avec lui? Bruno Gröning en Bavière. Il ne leur fallut pas longtemps pour le découvrir. Les journaux en parlèrent. Gröning est arrivé en Bavière, Gröning est à Rosenheim, Gröning est au Traberhof. Immédiatement, les personnes en quête de guérison arrivèrent en masse. Mais cette fois, rien ne put les retenir. Toutes les digues cédèrent. Une véritable marée humaine déferla. S'il y eut à Herford au maximum 5 à 7 000 personnes, c'étaient maintenant des dizaines de milliers. Certains jours, au Traberhof, ils étaient plus de 30 000 à attendre Bruno Gröning, voulant le voir, voulant être guéris par lui. Les journaux en parlèrent, la radio et la télévision envoyèrent leurs reporters. On tourna même un film qui devait relater les événements extraordinaires relatifs à l'homme de Danzig, et qui fut effectivement projeté dans les salles de cinéma quelques semaines plus tard. Des scènes dramatiques se déroulèrent, des choses incroyables se produisirent. L'un des nombreux journaux qui parlèrent du Traberhof fut le Zeitungsblitz. Il relata en septembre 1949. Entre-temps, plus de 10 000 personnes s'étaient rassemblées. Toutes attendaient depuis des heures dans une chaleur torride le grand moment où Gröning s'avancerait sur le balcon, parlerait à la foule et répandrait sa force curative. Les gens se tenaient debout, serrés les uns contre les autres, pour profiter pleinement de ces ondes curatives. Et déjà, les réactions commencèrent à se manifester chez les personnes gravement malades dans leurs chaises roulantes et leurs fauteuils, ou chez les personnes isolées sur le côté. À nouveau, des malvoyants recouvrèrent la vue. À nouveau, des invalides se levèrent. À nouveau, des paralytiques bougèrent leurs membres raides. Par centaines, les gens témoignèrent de douleurs accrues aux endroits malades, de tiraillements, de picotements, d'une sensation de légèreté indescriptible, ou de maux de tête disparaissant subitement. La foule des miséreux. Un journaliste qui passa plusieurs jours au Traberhof décrivit ce qu'il voyait depuis le balcon. Si je laisse errer mon regard sur la foule depuis le balcon, je crois voir devant moi un reflet fidèle de toutes les cliniques d'Allemagne et de toutes les encyclopédies médicales dans lesquelles tous les types et stades de maladies sont représentés. Des aveugles, des impotents, des sourds, des personnes atteintes de paralysie totale ou partielle, des amputés, des gens souffrant de tuberculose ou de cancer, des épileptiques, des nouveau-nés et des enfants, des jeunes femmes et d'autres plus âgés, des vieillards tremblants et des petites vieilles ridées et usées. Un autre journaliste écrivit même plus tard un livre entièrement consacré aux événements du Traberhof. Il l'intitula « La Grande Conversion ». Lui aussi décrivait cette foule de miséreux qui se pressaient autour de Bruno Gröning. Tout ce qui, en termes de maladies et de blessures incurables, de destruction de l'âme et d'angoisse sourde de la vie, s'était timidement caché dans les maisons à l'abri de la curiosité dénuée de compassion, tout cela devenait ici implacablement, inéluctablement visible. Des femmes et des enfants aux visages pâles et amaigris, où brillaient des yeux torturés qui ne savaient même plus pleurer, des amputés et des paralysés, incapables de bouger par eux-mêmes, des personnes agitées de terribles crampes nerveuses, au visage convulsé et l'écume aux lèvres, d'autres secoués de pleurs ininterrompus. C'est ainsi qu'ils affluaient, c'est ainsi qu'on les amenait, par milliers et sans fin.
Ce qui, un jour, avait été leur force de vivre et de travailler, ce qui avait été leur bonheur et leur espoir, gisait, piétiné derrière les fils barbelés des camps de prisonniers, enterrés sous les ruines de leurs maisons abandonnées dans la patrie perdue. Durant ces jours et ces semaines, je n'ai trouvé personne qui n'ait été profondément touché et bouleversé par cette peine et cette misère démesurée que personne n'aurait jamais pu imaginer, si terrible. Pour celui qui, en outre, put prendre connaissance des innombrables lettres dans lesquelles tous ceux qui ne pouvaient se rendre auprès de Bruno Gröning pour des raisons de santé ou d'argent contaient leurs peines, pour celui-là, il était clair que ceux qui, pendant de nombreuses journées, attendirent là, coude à coude, dans un dernier espoir, n'étaient que les représentants d'une foule infinie de malades, de mutilés et de désespérés. Les guérisons. Ce fut une véritable foule de miséreux qui se ruait vers Bruno Gröning, des milliers de personnes que nul ne pouvait plus aider, qui ne voyaient plus d'issue à leur détresse, à leur misère. Et puis, se produisit ce qui, à vrai dire, n'aurait pas pu se passer, n'aurait pas dû se passer, du moins pas d'après les connaissances de la science moderne, ni d'après celles des sages de ce monde. Mais Bruno Gröning n'en était pas un, et il ne parlait pas de science, il parlait de Dieu, et Dieu agissait. Dieu se montra à travers les événements survenus au Trabberhof, dans toute sa magnificence et sa splendeur, dans sa toute-puissance, dans toute sa force et sa bonté. Des guérisons innombrables se produisirent, même en l'absence de Bruno Gröning, des malades guérirent. Ainsi, un observateur écrivit « C'est pendant les jours et les nuits, avant la grande guérison du 9 septembre, Gröning lui-même, étant à ce moment-là en Allemagne du Nord, que se produisirent les premières guérisons à distance parmi les gens qui attendaient. Sous la pression imposante de pareils événements, un changement se manifesta lentement parmi les malades. Devant leurs yeux, une force avait agi, pour laquelle il n'y avait plus d'explication humaine, et cette force avait porté secours là où personne ne pouvait plus aider. Lorsque Bruno Gröning apparut alors au balcon du Trabberhof et qu'il parla à la foule, des scènes que l'on ne peut pas expliquer se déroulèrent parmi les milliers de personnes en quête de guérison. Des malades se redressèrent sur leurs civières, des paralysés jetèrent leurs béquilles et purent marcher. Un enfant aveugle recouvra la vue. Des cris de reconnaissance proclamaient toujours de nouvelles guérisons, dont seule une partie était visible extérieurement. Encore 2 mois plus tard, et certainement longtemps après, on entendra parler des guérisons qui se sont produites ou qui ont débuté ces jours-là. L'un de nos meilleurs médecins fut témoin de ces événements depuis la terrasse du Trabberhof. Il avoua, profondément bouleversé, que ceci l'avait convaincu que l'homme n'est rien sans la grâce divine, et qu'aucun savoir, ni aucune connaissance, ne peut lui procurer le salut s'il ne se montre pas humblement digne de cette grâce. Le plus grand des médecins est notre Seigneur. Tout comme à Herford, Bruno Gröning ne resta pas continuellement au Trabberhof à cette époque-là. Il se déplaça beaucoup, entre autres avec l'équipe qui tournait le film documentaire sur lui. Ainsi, les personnes en quête de guérison durent parfois l'attendre plusieurs jours, ce qu'elles firent. Un journaliste rapporta les paroles que Bruno Gröning leur adressa alors. Lorsque Bruno Gröning se retrouva, après quelques jours, devant la foule d'environ 8 à 10 000 personnes, s'adressant brièvement à elles avant de repartir pour Brême, il leur posa les questions suivantes. « Avez-vous de la patience ? Un oui unanime. Avez-vous confiance en moi ? À nouveau retentit un oui. Avez-vous et gardez-vous la foi en notre Seigneur ? Pour la 3e fois, les auditeurs répondirent en chœur « Oui. Ainsi, je vais prendre congé de vous, au nom de Dieu. » Un cri, poussé par un monsieur,
nous parvint dans la véranda, alors que quelques minutes plus tôt, ce monsieur respirait encore très péniblement. « Je suis guéri, j'avais de l'asthme, merci, monsieur Gröning. » Alors, Bruno Gröning continua. « Mes chers amis, ne pensez plus à votre maladie maintenant. Mettez-la de côté et concentrez-vous entièrement sur ce que vous ressentez dans votre corps. Il se passera pour chacun ce qui doit se passer, ce qu'il mérite et ce qu'il souhaite. Il faut que votre cœur, votre corps, votre âme soient purs. Alors, Dieu peut entrer là où Satan était jusqu'à présent. Ainsi, je peux tous vous aider. Finalement, vous êtes tous des enfants de Dieu, le plus grand des médecins, et reste notre Seigneur. » Partout la même image. Partout où Bruno Gröning apparut en 1949, des douzaines, des centaines, des milliers de personnes se rassemblèrent en peu de temps. Le nom de Gröning électrisait la foule et la mettait en mouvement. Un journaliste écrivit au sujet d'une visite de Gröning à Munich en septembre 1949. À 19h, des milliers de personnes se trouvaient dans la Sonnenstraße. À 22h30, elles y étaient encore. En 5 ans de guerre, j'ai vécu beaucoup de choses, mais jamais je n'ai été plus bouleversé que pendant les 4 heures où, assis en face de Bruno Gröning, j'ai assisté à cet horrible défilé de misère et de souffrance. Des épileptiques, des aveugles et des paralysés, avec leurs béquilles, se hâtaient vers lui. Des mères lui tendaient leurs enfants handicapés. Certains s'évanouissaient, des cris s'élevaient, de pressants appels au secours, des prières, des souhaits, de profonds soupirs. Des malades sur des civières, des paralysés, des aveugles, des sourds, partout la même image. Bruno Gröning n'était pas une vedette que les admirateurs entourent. Ceux qui venaient à lui étaient les plus pauvres parmi les pauvres, les malades, les abandonnés, les désespérés, ceux qui n'avaient plus aucune chance, que plus personne ne pouvait aider. Il se chargea d'eux et leur expliqua que Dieu est le plus grand des médecins, que Dieu peut encore aider lorsque les hommes ne le peuvent plus. Et le miracle se produisit. Les malades retrouvèrent l'espoir, la foi et la force de croire, et beaucoup guérirent. Ils se levèrent de leurs civières, les paralysés purent à nouveau marcher, les aveugles voir et les muets parler. Un témoin d'époque relate. Une dame qui se trouvait alors au Traberhof témoigne de ce qu'elle y a vécu. Il y avait au moins 10 à 20 000 personnes au haras, mais pas de Gröning en vue. Ainsi, nous avons attendu des heures durant. La foule n'était pas hystérique, les gens croyaient et espéraient la guérison. C'était bouleversant de voir ces personnes couchées sur des planches ou marchant avec des béquilles, des estropiés, des paralysés et des mutilés de guerre. On en supportait difficilement la vue, et chacun portait en lui le souhait « Je voudrais guérir ». Alors Gröning est arrivé, il est allé sur le balcon et a parlé aux gens à l'aide d'un microphone. Il nous a dit d'observer notre corps pour voir si nous ressentions des picotements ou un courant le traversant. Cela signifierait la guérison. Alors, j'ai ressenti une électrisation, une vibration et un picotement dans tout le corps. À ce moment-là seulement, j'ai vu d'autres personnes trembler de tout leur corps et se secouer. Cela venait automatiquement, comme si tous les membres s'envolaient. Je ne l'aurais pas cru si je ne l'avais vu de mes propres yeux. Puis, quelques-uns ont crié « Je n'ai plus besoin de canne, je peux à nouveau voir, etc. » Alors, j'ai traversé la foule, ce qui était extrêmement difficile, car nous étions serrés les uns contre les autres, mais je voulais voir ce qui se passait et qui avait crié. Tout à coup, des brancardiers de la Croix-Rouge ont amené un homme paralysé, couché sur des planches sommaires. Il a levé les mains et, avec leur aide, s'est redressé lentement. La sueur lui coulait du front. À ma question, il a répondu qu'il était mutilé de guerre et il s'est levé. Ensuite, j'ai vu un homme pleurer. Il avait fabriqué une petite charrette pour son petit-fils de 8 ans, à l'aide de planches rudimentaires. Le garçon ne pouvait pas marcher.
et il avait donc voyagé toute la journée avec son petit-fils. J'ai demandé au monsieur pourquoi il pleurait, et il m'a dit que, comme son petit-fils pouvait maintenant marcher, il avait peur de rentrer à la maison, car sa fille aurait un infarctus en voyant cela. Ensuite, j'ai vu une jeune bohémienne élégante tomber à genoux, et je l'ai interpellée également. Elle m'a raconté qu'elle avait toujours eu les mains crispées, et que maintenant, elle pouvait les ouvrir. Elle était pleine de gratitude. J'ai vu beaucoup de personnes ayant obtenu une guérison. Un homme sauta par-dessus une clôture, et je lui dis « Allons, vous vous trompez d'endroit !» et lui de me répondre que 5 jours auparavant, il se déplaçait encore avec des béquilles. Il me montra sa carte d'invalide de guerre pour me prouver qu'il avait été paralysé à 100%. Tapage médiatique et affairisme. Contrairement à celle de Herford, les autorités de Bavière n'intervinrent pas. Le Premier ministre s'exprima même positivement sur Bruno Gröning et déclara qu'il ne fallait pas laisser un phénomène aussi extraordinaire que Bruno Gröning échouer à cause d'articles de loi. Mais les événements du Traberhof eurent également leur part d'ombre. Plus la foule grossissait, plus la situation devenait désagréable. Les journaux, motivés par l'attrait du profit et le sensationnalisme, sortirent de grandes éditions spéciales, et les articles se firent de plus en plus accrocheurs. Il n'était pas dans leur intention d'aider les malades ou de soutenir Bruno Gröning. Il ne s'agissait pour eux que de vendre le plus de journaux possible, avec le nom de Gröning, et de gagner le plus d'argent possible. Pour ce faire, certains étaient même prêts à raconter des mensonges et à répandre des histoires inventées à son sujet, à médire et à traîner son nom dans la boue. Beaucoup d'affairistes aussi vinrent au Traberhof. Ils essayèrent tout pour gagner de l'argent sur le compte des malades. Les uns vendirent des photos de Bruno Gröning, les autres des sièges pour les personnes épuisées ou de la nourriture et des boissons pour les affamés. D'autres encore affirmèrent connaître Bruno Gröning ou l'un de ses collaborateurs et pouvoir lui amener les malades, mais bien sûr pour de l'argent. Finalement, la situation devint intenable. En réalité, Bruno Gröning était venu au Traberhof pour éviter le tapage autour de sa personne, mais maintenant tout était encore bien pire qu'avant. Certes, au Traberhof se produisirent de miraculeuses guérisons de masse, jamais vues, mais l'entourage néfaste prit des formes de plus en plus menaçantes. Bruno Gröning dut quitter le Traberhof.